certainement l'émission littéraire la plus prestigieuse, la plus inoubliable de l'histoire de la télévision française. Bonjour Bernard Pivot. Bonjour. On est ravis de vous recevoir, vous qui êtes devenu aujourd'hui le président de l'Académie Goncourt et qui avez fait tellement aimer les livres, tellement partagé votre passion sur les plateaux de télévision. Voici le volume 2 du coffret des grands moments d'apostrophe. Des grands moments pour vous aussi, Bernard. Ah oui, parce qu'ils sont pas tous dans ma mémoire, mais quand même, ils sont là-dedans, ils mijotent là-dedans, et ça a été pour moi un grand plaisir de retrouver certaines de ces émissions, de les regarder, et puis surtout de les proposer à ceux qui se souviennent d'Apostrophe. Des invités extraordinaires, on va en voir quelques-uns, Hervé Bazin, Polanski, Romain Gary, Françoise Sagan. Vous êtes entouré de personnages qui vont devenir des légendes du siècle. Oui, mais ça, c'est la chance d'avoir à l'époque des gens assez extraordinaires. Parler de Sagan, Romain Gary, oui, bien sûr, mais aussi Paul Guimard. Et puis, c'est l'époque où on peut inviter un président de la République comme François Mitterrand qui va dialoguer avec des écrivains, avec Modiano qui va avoir le prix Nobel de littérature 40 ans après. Donc, c'est une époque assez extraordinaire, effectivement, et j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, une petite musique qu'on n'est pas prêt d'oublier. Écoutez. Après l'émission un peu tumultueuse de vendredi dernier sur mai 68, je vous propose ce soir de l'amour. Marqué mai 68 nous y invitait d'une certaine manière, puisque, rappelez-vous, l'un de ses slogans les plus fameux, c'était « Faites l'amour, pas la guerre ». Alors l'amour, on le fera pas ce soir parce que c'est pas le lieu, mais on en parlera. On écrit, je crois effectivement qu'on ne peut pas écrire sur l'amour à chaud, on ne peut pas écrire en étant amoureux, c'est incompatible. Et surtout, on ne peut pas écrire pour. Ah, écoutez, les lettres d'amour, remarquez, on m'a fait déjà la remarque. On m'a dit que je ne m'en servais jamais des lettres d'amour, n'est-ce pas? Ce sont déjà des lettres littéraires, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est déjà un genre littéraire. Les lettres d'amour, généralement, celles qu'on a, ce sont celles d'amour malheureuses. Oui, c'est ça. On a les lettres de quelqu'un, de Napoléon, qui sont de la Régence portugaise. Hein. On n'a jamais la réponse. Est-ce que le sentimentalisme est une valeur ringarde? Non, mais là, j'ai été, il faut dire, un peu gonflé de faire cette émission parce que, évidemment, il y a Roland Barthes, l'un des intellectuels les plus importants de l'époque, Françoise Sagan, la romancière, disons, la plus populaire, et puis vous n'avez pas entendu, mais on l'a vu dans le fond, il y a Anne Gollon, l'auteur d'Angélique, Marquise des Anges. Qui a vendu des dizaines de millions d'exemplaires. Et alors, mettre sur le même plateau l'intellectuel Roland Barthes et à l'autre bout de l'échelle de l'éventail de la littérature, Anne Gollon, ça, il faut dire que c'était assez culotté. Et Sagan, elle vous dit, on peut pas écrire sur l'amour à chaud. Hein. C'est-à-dire, il y a du plaisir dans ces émissions, Bernard. C'est inattendu à chaque fois. Oui, mais j'avais envie moi-même d'être surpris. Et c'est pour ça que je faisais des plateaux un peu bizarres comme ça. Au départ, je me demandais qu'est-ce que vient foutre Anne Gollon avec Roland Barthes et Sagan. Et en même temps, au bout d'un moment, s'installait une conversation où chacun oubliait qui étaient les deux autres. Et c'est ça qui était intéressant dans une émission comme Apostrophe. Et parmi les plateaux mythiques, celui des grands metteurs en scène. Vous avez sur le même plateau Truffaut, Mastroianni, Polanski. Regardez. J'ai dit aussi que ces scènes d'amour sont filmées comme des scènes de meurtre, et ces scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Parce que c'est la même chose, c'est tout d'un coup un déversement. C'est un déversement qui arrive là et qui est très puissant. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que les films sont forts, qu'ils sont beaux et qu'ils traversent les années. Vous avez connu Hitchcock? Il est venu à Rome. Et moi, je le rencontre tout seul au Grand Hôtel. Lui, il était avec sa femme. Je parlais quelques mots à peine d'anglais. J'ai dit bonjour, good morning. Je me suis assis. Et il m'a dit la première chose. Psychos m'a rapporté 15 000, 20 000, 30 000 vaches. C'est tout ce qu'il m'a dit. Oui. Tout est dit, là. Alors, c'est une émission très émouvante parce que Truffaut est décédé. 6 mois après. Oui, voilà. Donc, c'est une des dernières fois où l'on voit Truffaut à la télévision. Et on voit des invités qui fument, on voit de la fumée sur le plateau. Hein, à l'époque, oui, mais ça, au début d'Apostrophe, tout le monde fume et pratiquement tous les hommes portent la cravate, sauf BHL qui avait déjà la chemise blanche ouverte. Et à la fin de Bouillon de culture, 28 ans après, plus personne ne porte la cravate, sauf moi qui continue à la porter, envers et contre tout. Et puis, plus personne ne fume puisque c'est interdit. Oui, on peut parler de tout dans Apostrophe, tous les sujets. Oui, les plus graves comme les plus joyeux, les plus
Oui. Ben, pourquoi? Parce que les livres reflètent notre société, ils reflètent nos préoccupations, nos désirs, nos rêves. Donc, fatalement, Apostrophe était un reflet de la réalité du moment. Oui, il raconte notre histoire, il raconte cette histoire commune. Évidemment, ces personnages sont dans l'histoire aujourd'hui, mais à travers ce qu'il disait, à travers ces émissions, on a une part de l'histoire. Oui, et surtout quand l'histoire parle de l'histoire. Il y a une émission, par exemple, dans le coffret, qui est très intéressante sur la Révolution française. Et il y a deux grands historiens, François Furet et Mona Ouzouf. Et vraiment, c'est une émission qui, je crois, n'a pas vieilli, parce que toutes les interrogations sur la Révolution française, elles étaient déjà là, et elles sont toujours là. Oui, et puis une émission extraordinaire sur le monde paysan. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez Michelet, vous avez des personnages comme ça. Oui, non, il y a Duby, il y a deux grands historiens, le roi Dury, il y a Duby, il y a Michelet, et puis Pierre Jacques-Zélias, j'allais l'oublier. Vous vous rappelez de Jacques-Zélias? Extraordinaire, un best-seller. Best-seller extraordinaire. Ben, tous ces quatre hommes-là, ils parlent des paysans, de la vie, des terroirs, avec beaucoup d'intelligence, surtout beaucoup de sensibilité. Oui, aujourd'hui, vous êtes le président de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot. À l'époque, vous allez voir qu'à l'époque, c'était Hervé Bazin. Ah oui, c'est vrai. Et Hervé Bazin, chez Drouan, que vous connaissez bien aujourd'hui. Dans le petit salon où on vote. Dans le petit salon, vous faites une émission, il y a Philippe Labro aussi, regardez. Est-ce que vous avez sur vous, pardon de vous poser la question, le petit médaillon qu'a le héros de votre livre? Pour l'instant, il est commandé. Avec cette phrase superbe qui dit « La vie, la mort côte à côte, la sécurité ». Écoutez, tant qu'on peut se tenir en bon état, tant mieux. Mais si par hasard on a une nouvelle crise et qu'on se réveille paralysé, il vaut mieux prendre le cyanure. Oui. Donc vous avez commandé le médaillon. Oui. Voilà. Alors j'avais été un peu pervers dans cette émission, j'avais réuni autour de Bazin, président de l'Académie Goncourt à l'époque, 4 prétendants, les 4 meilleurs prétendants au prix Goncourt de cette année, c'est-à-dire Patrick Besson, il y avait Labro, il y avait Orsena, et il y avait, attends là que j'oublie le dernier, Bernard-Henri Lévy. Et comme Bazin avait publié un livre, à un moment je demandais à chacun qu'est-ce qu'il pensait du livre de Bazin. Vous imaginez qu'ils étaient quand même dans leurs petits souliers. Et l'un des 4 aura le prix Goncourt quelques semaines après, il s'agit d'Orsena. Oui, et alors Bazin, on l'entend, parle de la mort, il parle du cyanure, et puis il a eu un infarctus, il écrit un livre sur ce personnage-là. Il dit « J'ai décidé finalement, ayant vu la mort, d'avoir encore plus de courage et de vivre encore plus qu'avant. » Il va mourir plus tard d'un infarctus. Oui. Mais Bazin avait cette qualité-là, c'est de parler avec beaucoup de franchise de ses problèmes, quels qu'ils soient, des problèmes de la société, des problèmes politiques, mais aussi de ses problèmes personnels. Oui, des formidables moments. Jean Edernalier, Sappho, Daniel Cohn-Bendit. Vous y allez pas par 4 chemins, Bernard. Hein, vous allez faire un plateau explosif. Très franchement, là, je m'accuse quand même d'avoir manqué de charité chrétienne, parce que mettre sur le même plateau Paul Guth et puis Daniel Cohn-Bendit, c'était pas très élégant de ma part. Regardez ce que ça donne. Vous êtes déjà la vieille génération. Vous avez 10 ans de retard. Moi, j'ai découvert dans l'Idiot International le premier des punks. Moi, j'ai pas 25 ans, j'ai 2000 ans de retard, mademoiselle. Je sors du catholicisme qui a 2000 ans. Ne parlez pas de retard. Bon, alors, moi, je suis plus vieux, 4000 ans juif. Allez, j'ai gagné, j'ai le maillot jaune. Allez-y, c'est ridicule, vraiment. Et voilà, il y avait la chanteuse Sappho aussi. Oui, et Jean Edernalier, que j'oubliais. Mais ça, vous y attendez quand même à ce que... Oui, la polémique est un peu organisée, puis parfois totalement inattendue, comme dans la première émission, dont malheureusement nous n'avons aucune photographie, aucune image, c'était sur les avocats, et il y avait une polémique qui avait vraiment opposé 2 ou 3 personnages sur le plateau, et ça avait d'ailleurs fait, à ce moment-là, dès son entrée à la télévision, ça avait fait le succès d'Apostrophe. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les images, elles n'existent pas. À l'époque, France 2, Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2, créée par Marcel Julien et Jacques Chancel, dont je salue la mémoire au passage, était une chaîne tout à fait nouvelle, tout à fait qui montrait la créativité des 2 personnages que je viens de citer, mais en même temps qui était très dynamique, mais très brouillonne aussi. Alors du coup, il y avait des émissions qui n'étaient pas enregistrées, enfin bref. C'était ça, ouais. Alors une année, c'est l'année de la femme, et vous ne trouvez rien de mieux qu'à faire une émission qui s'intitule « La sexualité racontée par les hommes ». Oui. C'est gonflé. Mais j'ai fait une autre émission qui s'intitulait « La sexualité racontée par les
femmes. Oui. Mais il se trouve qu'on l'a regardé avec le directeur des éditions Montparnasse. On a regardé les deux et celle avec les femmes était moins bonne que celle avec les hommes. Oui. Mais par contre, alors, lorsqu'il y a Romain Gary qui parle de sexualité, évidemment, c'est extraordinaire parce qu'il s'en prend à la virilité. Il dit la virilité va tout nous détruire. Et puis il y a un autre intervenant qui dit mais maintenant il faut avoir un sexe le plus long possible dans la société. C'est ça, hein? Oui, à l'époque, aujourd'hui, ça n'étonnerait plus personne, mais à l'époque, ça choquait un peu quand même. Écoutez, Romain Gary. J'ai choisi le déclin sexuel de cet homme, je vous l'ai dit, artistiquement, pour faire planer sur mes deux personnages, l'homme de 60 ans et la jeune femme de 21 ans, cette ombre noire de la faim, de la mort, qui essaye de faire ressortir l'acuité et la profondeur de vibration de chaque seconde qu'ils vivent ensemble. Ça, vraiment, il faut comprendre. Oui, mais je vous remercie d'avoir mis cet extrait de Romain Gary parce que, vous savez, c'est un de mes ratages, puisque je regrette beaucoup de ne pas avoir fait un entretien tête-à-tête avec Romain Gary, qui était quand même un très très bon écrivain, un grand écrivain, et malheureusement, il est mort avant que j'aie ce réflexe-là. Mais là, au moment où il parle, on ne le sait pas, mais il est en train d'être l'auteur d'une des plus grandes supercheries de l'histoire de la littérature. Oui, mais ça, c'est autre chose. Là, il parle de sexe, il ne parle pas de supercherie. Mais c'est ça, mais quel personnage! Quel personnage! Oui, mais vous savez, la littérature, elle est pleine de personnages extraordinaires. Pas seulement au XXe siècle. Regardez les écrivains du XIXe siècle, Flaubert, Zola, Balzac. C'est pas des personnages extraordinaires? Leur vie, chaque vie de tous ces écrivains est un roman extraordinaire. Oui. C'est-à-dire derrière l'œuvre, derrière ce qu'ils mettent sur le papier, comme ça, cette folie d'écrire, cette envie de partager, il y avait des hommes et des femmes. Et dans Apostrophe, cette humanité-là rejaillissait sur le plateau. Oui, ben ils étaient là avec leurs livres, mais donc avec leurs souvenirs, leurs sentiments, leurs idées, leurs fantasmes. Et quand ils s'exprimaient librement, parfois avec beaucoup de passion, eh bien, le public pouvait accéder presque à l'intimité, ou en tout cas au secret de ces écrivains-là. Il y a eu un très beau documentaire sur vous, Bernard Pivot, sur vos passions. Vous deviez lire tout ça chaque semaine. Et voilà, vous aviez peur, vous aviez la trouille, vous l'avez dit. Pour faire une émission comme celle que je faisais, il fallait que je lise entre 10 et 14 heures par jour. Voilà, c'était le prix à payer. Mais en même temps, c'est agréable quand même de lire chez soi, bien confortablement assis, plutôt d'être payé gentiment à la fin du mois. Donc c'était quand même une position extrêmement, je sais pas, qu'on pouvait envier, non? Vous trouvez pas? Le titre, Parlez-moi d'amour. Et vous dites, voilà, Parlez-moi d'amour. Finalement, dans une de ces émissions, évidemment, il y avait Sagan, Roland Barthes, on l'a vu. Mais finalement, c'est de l'amour de la vie, c'est l'amour de la littérature, c'est tout ça. Mais la vie et la littérature vont ensemble. Il ne peut pas y avoir de bonne littérature sans recours à la vie. Et je pense que très souvent, la vie débouche sur la littérature. Tout ça est mêlé. Moi, je dois citer cette chose-là. On dit souvent, lire un roman, c'est se retirer du monde. Non, c'est entrer dans le monde par une autre porte. Et c'est pourquoi j'exhorte les hommes politiques, contrairement à ce qu'ils faisaient autrefois, à lire des romans. Et ils s'enrichiront. Il ne faut pas lire que des essais, que des choses, des traités économiques. Non, il faut lire des romans. Les romans sont très enrichissants pour la connaissance du monde et de nos contemporains. Oui. Lorsque vous faites une émission avec Mitterrand, il lit beaucoup, il vous le dit. Oui, il adore la littérature, il aime écrire, il sait très bien écrire. C'est un bon écrivain. S'il avait voulu, il aurait certainement pu faire une carrière dans la littérature. Oui, bien sûr. Donc, et aujourd'hui, malheureusement, les hommes politiques, ils se détournent un peu de la littérature. Ils passent ils ne passent plus par Normal Sup, ils passent par l'ENA. Et là, donc, ce sont des têtes d'œufs, mais je trouve qu'il manque un peu de sensibilité littéraire. On pourrait dire de vous, Bernard, que vous êtes un gourmand, dans tous les sens du terme. Hein. Oui, mais écoutez, la gourmandise, d'abord, c'est pas un péché, contrairement à ce que raconte le Vatican. Je pense même que la gourmandise, parce qu'elle est liée à la curiosité, c'est une immense qualité. Et c'est 15 heures de gourmandise qui sont à l'intérieur de ce coffret, le volume 2 donc d'Apostrophe. Évidemment, Sagan, Truffaut, Orsenna, Roland Barthes, Elie Saint-Marc, Grand Résistant, Vladimir Yankelevitch, Georges Duby, Christine de Rivoire sont des personnages mythiques de ce siècle qui sont tous passés devant vous, Bernard. Et c'est émouvant de voir ces émissions aujourd'hui pour vous encore. Oui, oui, bien sûr, c'est émouvant. Alors à la fois, j'ai beaucoup de plaisir et en même temps un peu irrité parce que parfois je trouve que je suis pas très bon. Je me dis, mince, pourquoi tu as dit ça? Mais pourquoi tu... Voilà, mais en même temps, bon, je suis quand même bien satisfait. Merci beaucoup, Bernard Pivot. Merci.